pense que vous avez compris que, bien évidemment, l'Agence française de développement a choisi Business Mauritius pour le rôle qu'il a en tant que dialogue entre le secteur privé et le secteur public, sur le dialogue des politiques publiques, sur les questions de tarification, etc. Mais je voulais vous préciser aussi que l'Agence française de développement est un acteur de ce dialogue de politique publique. Nous finançons, et j'ai vu Iqbal, je ne sais pas s'il est arrivé dans la salle, mais Iqbal du CEB, nous finançons la modernisation de 2 des 9 sous-stations pour qu'elles puissent recevoir de l'énergie photovoltaïque intermittente en la matière. Nous finançons aussi une étude sur la biomasse avec le ministère de l'Énergie et des Services publics et le CEB. Nous finançons un partenariat entre la Commission de régulation de l'énergie française et UAE à Maurice. Et nous avons pour ambition de travailler avec les acteurs publics et privés sur ce qu'on appelle une facilité 2050, c'est-à-dire aider les autorités mauriciennes à dépasser l'agenda politique de la mandature de 5 ans, à dépasser l'agenda 2030, à aller jusqu'à 2050, voire 2080, voire 2100, pour essayer de les aider à réfléchir avec les universitaires, avec le secteur privé, avec les chercheurs, à cette trajectoire bas carbone et résiliente que Maurice pourrait adopter en dehors de toute problématique politique. Ça, c'est le premier élément. Et donc, il faut utiliser l'AFD, que ce soit les banques ou que ce soit Business Mauritius ou que ce soit les acteurs des entreprises privées, pour autre chose que du financement. Nous finançons des lignes de crédit auprès des 2 banques. Nous finançons une assistance technique pour aider les promoteurs privés et les banques à se mettre dans la démarche de la croissance verte. Nous finançons un fonds d'études pour permettre auprès de Business Mauritius pour permettre de dérouler de nouvelles niches, de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités, de nouvelles technologies éventuellement. Mais nous faisons aussi, au-delà de ça, nous sommes un acteur du dialogue politique avec les ministères des Finances, de l'Énergie, de l'aménagement du territoire, etc., pour essayer d'accompagner les trajectoires bas carbone et résilientes qui pourraient être mises en œuvre. Ça, c'est la première précision. La deuxième, je ne l'ai pas précisé et je m'en veux un tout petit peu sur les questions de genre, parce que c'est un des enjeux majeurs dans ma présentation ce matin. Juste pour vous dire, j'ai eu la chance d'être nommé champion genre pour le groupe de l'Agence française de développement entre 2016 et 2018. Merci. Et il y a 2 choses. Donc, on a travaillé sur un portefeuille genre à venir, sur la stratégie, plan d'orientation stratégique 2018-2022, où on est 100% lien, 100% accord de Paris sur le climat, mais on est aussi 100% genre, 100% lien social, pardon. Et dans ce 100% lien social, l'idée, c'est qu'on fasse le focus énorme sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et on a, j'espère qu'Anna Villard en parlera, mais on a des actions assez emblématiques avec les banques en Turquie, avec les métros à Kochi en Inde, etc. Bref. On est arrivé donc à créer un portefeuille très genré et on est arrivé aussi à se faire labelliser par l'AFNOR, l'agence française de normalisation en France, à être une entreprise genre. Et comme un certain nombre de labels, c'est pas tellement le point de départ, c'est assez facile de se faire labelliser. L'idée, c'est que chaque année, c'est un peu plus ambitieux et qu'il faut aller un peu plus loin chaque année. Ce que je voulais dire sur le genre, c'est que l'AFD trouvera que cette 3e ligne de crédit est une réussite si on a vraiment un enjeu genre transformationnel à Maurice, etc. Juste pour ne pas effrayer ou pour encourager les promoteurs privés, je retiens un seul chiffre qui a été confirmé par McKinsey et qui est de l'Organisation internationale du travail, qui est qu'en 2025, si l'ensemble des inégalités de genre étaient résorbées, la richesse mondiale serait augmentée annuellement de 28 000 milliards de dollars, ce qui veut dire 25% du PIB mondial, ce qui veut dire le PIB des États-Unis plus le PIB de la Chine. Tout simplement, la disparition des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est que de la croissance économique, et de la croissance économique plus durable. Un seul exemple, c'est que la création de crèches ou de gardes d'enfants limite de 30% la rotation du personnel et augmente de 50% la productivité du travail à ce niveau-là. Voilà, juste quelques chiffres. Et pour nous, un groupe d'Agence française de développement, et je crois que l'Union européenne est là aussi pour montrer ce volontarisme, cette 3e ligne de crédit sera réussie si on a de beaux exemples genre à montrer dans 3, 4 ou 5 ans. Merci.
Merci. Merci André pour cette précision. On aura aussi donc l'occasion d'avoir encore plus de discussions sur le genre dans la troisième séquence. Pour cette séquence de cet après-midi sur l'adaptation au changement climatique, on va commencer par un rappel des enjeux, comme on le fait avec l'expert en charge au niveau d'AETS, donc Michel Schleifer. Et donc on a vraiment voulu mettre en avant cette partie-là parce que c'est un sujet nouveau pour Sunref à Maurice. Et donc on va prendre le temps de bien décortiquer aussi ce sujet d'adaptation, les différents enjeux pour Maurice, la vulnérabilité et les différents secteurs pré-ciblés dans Sunref. Donc Michel, tu as 20 à 30 minutes que je vais veiller de voir. Ouais. Et on se retrouve juste après. Michel est donc l'expert adaptation dans AETS. Oui, pardon. Je peux parler sans micro, mais peut-être c'est plus facile avec le micro. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vais, pour la reprise après ce bon buffet, je voudrais nous inviter à rêver un peu avant de développer les diapositives que j'ai derrière. Rêver un peu, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on parle d'atténuation, d'énergie, d'efficacité, de chiffres, d'économie. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce que l'on voit et ce que l'on ressent des effets climatiques, c'est le fruit de toute cette évolution. Mais accompagnant ce processus, on a ce que les économistes appellent des externalités. Qu'est-ce que ça veut dire des externalités ? Ça veut dire des impacts pour lesquels tout n'est pas positif, tout n'est pas joli, tout n'est pas agréable. Si on pense à la contamination atmosphérique, si on pense aux heures passées dans les embouteillages, simplement pour donner quelques éléments de la vie quotidienne. Et donc, l'enjeu que l'on a aujourd'hui, encore une fois, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal, on a loupé, on a réussi. C'est de dire on a devant nous un rêve qui est de construire notre société déjà d'aujourd'hui et de demain en essayant de découpler ce que dans le paradigme actuel, autrement dit dans les habitudes actuelles, ou dans ce qu'on appellera le business as usual, on a toujours lié le développement et la croissance à plus de consommation d'énergie. Or aujourd'hui, il s'agit de découpler le lien énergie, consommation, utilisation d'énergie et croissance et développement à travers des choses qu'on a évoquées ce matin, telles que l'efficacité énergétique, plus que le recours aux renouvelables, sous réserve Philippe et l'équipe, mais avançons encore plus dans l'efficacité énergétique, et puis découplons ce lien aussi fort énergie, ou alors développement requiert plus d'énergie, comme monsieur qui nous présentait ce matin les green buildings disait, on peut aussi faire mieux sans dépenser plus. Je pose ça en termes de toile de fond, des réflexions qui nous amènent à parler de l'adaptation. Et c'est effectivement un élément nouveau dans le mécanisme financier de l'AFD Sunref que d'ouvrir un volet nouveau au-delà de l'atténuation et vers l'adaptation. Et donc, à travers les questions qui sont remontées, une des questions disait, mais est-ce qu'on peut nous expliquer la différence entre atténuation et adaptation ? Adaptation, c'est un enjeu énorme, un rêve, comme je vous dis, et une ambition qui est de repenser notre modèle de développement, notre modèle de vie, notre modèle à la fois de croissance et de croissance durable, autrement dit, en équilibre entre la performance économique, les objectifs
économique des entreprises et la mesure à travers le PIB avec toutes les limites qu'il peut y avoir avec cet indicateur de mesure, mais également avec un bien-être social dont les éléments de liens sociaux ou d'approche genre ou d'approche de groupes sociaux en situation de vulnérabilité sont aussi importants, et également en termes d'effet sur notre cadre de vie. Et la réflexion que je voudrais apporter sur l'approche adaptation, c'est que le changement climatique n'est pas une affaire d'environnement. C'est beaucoup plus. C'est une affaire de choix, de modalités, de pratiques en termes de production et de consommation. Et donc, souvent, dans beaucoup de pays, on colle les enjeux du changement climatique à un ministère spécialisé dans l'environnement ou en charge des questions d'environnement et qui n'a pas toujours le positionnement dans la structure, on va dire, de gouvernance institutionnelle pour pouvoir discuter avec les ministères sectoriels, énergie, agriculture, infrastructure, selon le cas, et le ministère d'arbitrage, qui est le ministère des Finances. Alors, bon, ceci étant posé, moi je viens du monde du développement. J'ai été agent de développement local, en étant à la fois forestier, plus dans la gestion des ressources forestières et de la biodiversité que dans leur exploitation, ou en tout cas l'exploitation raisonnée, et donc à la fois forestier et géographe. Donc moi je vais vous parler à partir de ça. Je n'ai pas un discours depuis un point de vue d'analyse scientifique, par contre je vais faire référence aux données scientifiques. Les deux premières diapositives, c'est juste pour poser un cadre. De quoi parle-t-on quand on va envisager les enjeux climatiques à Maurice? C'est essentiellement en termes de température, de précipitation, d'exposition aux événements extrêmes tels que les vents violents, les cyclones, et de la répartition de ces effets, y compris élèvement du niveau de la mer, sur un gradient des îles qui constituent la République de Maurice. Si on regarde en termes de changement, et là on se base non pas sur de la théorie scientifique, mais sur des observations. Et je vais bien séparer ce qui est de l'ordre des observations de ce qui est de l'ordre ensuite de projections scientifiques. Les observations sont... Si je regarde, ou si nous regardons ensemble à propos de la température, c'est régulièrement, sur des périodes relativement moyennes, et qui s'accélèrent dans le temps, un phénomène d'augmentation de la température moyenne maximale. Et ce qui est important, c'est que toutes les données scientifiques montrent une accélération du phénomène. Cette augmentation des températures vient en corollaire avec une diminution de la ressource des précipitations. Il y a beaucoup de pays tels que Maurice, entourés d'eau, qui disent « l'eau n'est pas un problème, on en voit partout ». La gestion de l'eau est un problème. La gestion de l'eau est un enjeu, et j'y reviendrai après. Autant on parle d'efficacité énergétique, parlons d'améliorer l'efficacité hydrique. Et donc, vous voyez les tendances. Il y a sur la même période de temps les observations qui nous prouvent que le montant, en tout cas la quantité de précipitations reçues sur votre pays diminue. Et avec un autre critère qui vient, on va dire, amplifier ces effets, c'est le nombre de jours pluvieux qui diminue et par contre une intensité qui augmente. Autrement dit, pour le dire, quand j'en parle avec ma vendeuse de poissons au marché à Pau, je dis il fait plus chaud, il pleut moins, mais alors quand ça pleut, qu'est-ce qu'on prend ? Pardonnez-moi d'être aussi elliptique. Mais enfin, voilà, c'est ça dans le concret. Et puis,
On a les phénomènes également connus d'élévation du niveau de la mer. Encore une fois, ce sont des observations et des mesures sur une période, en tout cas qui est, on va dire, à court terme, mais encore une fois qui s'accélère dans le phénomène. Et puis les événements extrêmes, alors tempêtes, vents violents, vents cycloniques, avec des phénomènes avec des vitesses de vent encore plus importantes, et là aussi la fréquence et l'intensité qui augmentent. À partir de ces observations, le monde scientifique en tire quelques éléments, quelques conséquences. Ce que je présente là sont des estimations et nous verrons ensuite ce qui est de l'ordre des projections. Encore une fois, j'essaye de bien différencier ce qui est de l'ordre de l'observation, autrement dit du réel, du factuel, de ce qui est de l'ordre maintenant, eh bien, de l'analyse avec des critères scientifiques, mais encore une fois, ce sont des analyses et après nous verrons des projections. Les analyses et les estimations sur les deux premiers points montrent une poursuite des tendances des observations actuelles. Et puis le deuxième point, c'est un calcul qui a été fait par un programme porté par la World Bank, qui est un programme mondial sur l'estimation des coûts et de la gestion des crises des aléas naturels. Au-delà de lire le chiffre que ça représente, je voudrais en profiter pour m'arrêter un petit instant sur ce point, pour évoquer avec vous des réflexions qu'il y a au niveau mondial, au niveau des négociations des Nations Unies, qui est de dire, et tous les acteurs, le secteur privé, la société civile, les institutions publiques, qui est de dire l'adaptation coûte extrêmement cher. Oui, puisque, comme j'ai essayé de vous dire, il faut reconstruire un rêve. Il faut reconstruire une manière de produire et de consommer différente de notre fameux business as usual. Et donc, l'investissement que ça représente en termes de pensée, en termes du droit à l'erreur, en termes d'expérimenter, tout cela a un coût. Mais face à ça, on peut se dire, quel est le coût de l'inaction ? Quel est le coût de ces fameuses externalités ? Le nombre d'heures passées dans les embouteillages, les maladies et les problèmes de politique publique, de santé publique, liés à la pollution atmosphérique dans les concentrations urbaines, le coût que représente la perte de la biodiversité, la disparition de la fertilité des sols. Donc, quand on additionne tout ça, ces coûts cumulés qu'aujourd'hui personne ne paye, personne et tout le monde, mais qui ne rentrent pas dans les bilans financiers, ou qui rentrent progressivement dans les rapports de développement durable, de certaines grandes entreprises qui, selon les pays, par loi, sont maintenant obligées de rendre compte, ou d'autres sur une dimension volontaire, et volontaire pour aussi anticiper et se positionner sur le marché, quand on discute avec des chefs d'entreprise. Donc ça peut être pour assurer l'accès sur un marché, ça peut être aussi pour une image. On a eu des exemples de témoignages ce matin. Donc je l'élargis sur le coût de l'inaction qui se mesure en pourcentage de PIB. Donc oui, ça coûte extrêmement cher et ça coûtera d'autant plus cher qu'on part en retard. Ce que je présente ici sont les projections, et j'oubliais de mentionner, je me l'étais noté ici, que ces données-là sont basées sur les sources officielles, notamment la 3e communication de Maurice à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, également sur les sources qu'il y a dans votre INDC. Autrement dit, ce sont les données reconnues, officielles,
transmises par le gouvernement mauricien. Donc les projections, là aussi, les tendances actuelles continuent en termes d'augmentation des températures moyennes. On n'a pas, d'un point de vue scientifique, le deuxième point de ma diapositive, j'insiste là-dessus, c'est qu'avec les données que l'on a aujourd'hui d'un point de vue d'analyse statistique, on n'a pas de tendance significative à la baisse ou à la hausse des précipitations sur un horizon à 2070. Bon, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé et qu'on va avoir assez de précipitations par rapport aux observations qu'on a eues jusqu'aujourd'hui. Il faut bien le comprendre d'un point de vue de la rigueur de l'analyse statistique et de l'analyse scientifique. Et de la même manière, il y a un point que je n'ai pas noté ici, puisqu'il n'y a pas de corrélation scientifiquement prouvée sur une augmentation de phénomènes extrêmes climatiques tels que tempêtes, vents violents et cyclones. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas apparaître dans les projections. Ça ne veut pas dire que la tendance actuelle qu'on a soulignée au point d'avant en termes d'observation est fausse. Encore une fois, c'est juste une question de la rigueur de l'interprétation scientifique dans les projections qui sont présentées. Augmentation du niveau, élévation du niveau de la mer, et puis une diminution des ressources en eau disponibles. Alors là, à Maurice et Rodrigue, enfin au niveau de l'ensemble de l'archipel de Maurice, on parle, il s'agit à la fois de l'eau de ruissellement et de la recharge des nappes phréatiques. Autrement dit, c'est à la fois la disponibilité immédiate et la capacité de stockage dans les nappes. Alors, juste un mot là aussi avant d'en venir à la déclinaison plus spécifique du SUNREF sur la NDC. Et donc, dans le cadre des négociations des Nations Unies, donc Maurice a établi un cadre de contribution nationale déterminée, à la fois sur atténuation, je ne reviens pas sur ce plan-là, mais également sur adaptation. Et vous avez, dans les 3-4 diapositives qui suivent, l'ensemble des secteurs identifiés dans votre NDC et des actions prioritaires. Il ne s'agit pas de les lire, mais vous voyez que les axes prioritaires de SUNREF qu'on va décliner ensuite s'inscrivent pleinement. Et c'est ça qui me semble important de souligner. J'ai envie de dire, bien évidemment, mais ce qui est évident, soulignons-le encore plus pour bien montrer cette cohérence. Les axes définis dans le cadre du SUNREF sous l'angle adaptation s'inscrivent pleinement dans les priorités d'action en matière d'adaptation de votre NDC. En termes d'infrastructure, on le reverra sur le bâti, même si on a déjà évoqué ce matin Green Building, réduction des risques de désastre, la gestion des zones côtières, Aurélie en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, la gestion de l'eau, la récolte d'eau de pluie, la désalinisation, la gestion des maladies et des parasites, l'amélioration de l'efficacité des techniques d'irrigation, l'enjeu de la pêche. Et dans mon rêve, j'ai oublié de vous dire, on nous invite à devenir climatiquement intelligents. J'aime bien l'expression climate smart. Alors agriculture, climate smart, fishery. Bon, alors essayons d'être intelligents. La boutade mise à part, je crois qu'un gros enjeu à Maurice et dans beaucoup de pays, c'est la question de la cohérence au niveau des politiques publiques. En lisant et en écoutant vos réactions ce matin sur le domaine de l'atténuation par rapport à promouvoir la mobilité électrique et la possibilité ou pas de s'équiper en panneaux solaires, voilà, c'est un des exemples en termes d'enjeux de cohérence et d'aplanir ou d'éviter au contraire les contradictions
entre des politiques publiques, on va dire, de secteurs ou de familles différentes. Voilà, donc les questions d'enjeux de la biodiversité, le secteur santé, le secteur des transports. Dans les quelques minutes qui me restent, je veux juste évoquer un sujet là aussi extrêmement complexe, et vous m'excuserez sur la digestion de vous infliger non pas des concepts, mais en tout cas cette approche-là de la vulnérabilité. Je n'ai pas le bon rôle. La vulnérabilité telle que déclinée, ou en tout cas telle que définie par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, mais on va dire en facteur ou met en relation mathématique, ces trois variables qui apparaissent là. L'exposition à une variabilité climatique qui, pour Maurice, est élevée de par le régime climatique que vous connaissez, de par les observations de l'évolution du climat et de par la situation d'un État insulaire. Donc une exposition, on va dire, aux aléas naturels climatiques élevée. Une sensibilité forte. La sensibilité, c'est l'effet qu'aurait un aléa sur moi. J'y suis sensible ou je suis résistant. Vous avez une sensibilité au niveau du pays élevée. Et ensuite, une capacité d'adaptation, c'est-à-dire l'adaptation, c'est pouvoir continuer le fonctionnement d'un système, un système économique, un système social, un système naturel, pouvoir continuer le fonctionnement de ce système, y compris après recevoir un pet. Là aussi, pardon l'expression triviale, mais voilà, je joue au rugby, je ramasse un pilier de 120 kg sur le rable. La capacité d'adaptation, c'est je me relève et je retourne le plaquer. Bon, c'est imagé, hein, mais encore une fois, c'est ce dont je discute avec... non pas ma vendeuse de salade, mais là c'est le vendeur de miel au marché de Pau. Donc cette capacité d'adaptation, elle est variable au niveau de Maurice, en fonction des secteurs d'activité, en fonction de la localisation de l'activité au niveau de l'île, des îles. Alors, globalement, une fois ça dit, une fois ça posé, et ça rejoint des diapositives qui ont déjà été présentées sous l'angle atténuation, mais finalement on se recoupe. Il y a de fortes vulnérabilités au regard de la consommation en eau, des risques littoraux, des inondations. Alors on a à la fois la sécheresse et les inondations, l'érosion des sols, les rendements agricoles liés à une perte de fertilité des sols, des risques sanitaires et la gestion des déchets. Alors on a 4 axes d'adaptation dans le SUNREF et j'ai 2 minutes et demie. Au niveau agricole, je vous laisse lire les enjeux qui sont là. Je voudrais insister sur le premier. De mon point de vue et dans les expériences que l'on a au niveau international, l'adaptation au niveau des systèmes de production agricole ne peuvent pas se résoudre uniquement par de l'apport d'intrants, de technologies améliorées. L'enjeu principal est de repenser le processus de production à travers ce que l'on appelle globalement l'agroécologie, ou des systèmes agroforestiers ou sylvopastoraux, autrement dit des systèmes plus complexes que nos systèmes conventionnels de monoculture conventionnelle. Et c'est par ces systèmes-là que l'on pourra récupérer les lois fondamentales de l'agronomie, à savoir gérer la fertilité des sols, gérer la santé des sols, et gérer globalement l'équilibre entre sol, plante et air. On retrouve les enjeux de la gestion de l'eau et l'efficacité hydrique dont je parlais. On a au niveau mondial un énorme scandale. Au niveau mondial, d'après la FAO, il y a entre 25% et 30% de pertes après récolte. En Namibie, où j'intervenais il y a peu, l'organisme national d'agronomie me dit sur les fruits et légumes, on a jusqu'à 25% de pertes après récolte.
Et sur les céréales, 30% de pertes après récolte. Ça veut dire quoi en termes de gaspillage dans un cadre contraint qu'est l'enjeu climatique aujourd'hui? Ça veut dire perte de temps, d'énergie, d'eau, de ressources, de sol et d'efforts et d'argent. Donc, un des axes auxquels j'invite à réfléchir à travers l'angle d'adaptation, c'est comment peut-on réduire ces pertes après récolte. Notamment, on a des réponses en termes d'infrastructure, de capacité de stockage, de stockage avec des règles connues, voire même de transformation, de première transformation. Le temps passe. En tourisme, on va retrouver les enjeux de l'eau. L'intégration des risques littoraux, Aurélie Souris, c'est quelque chose qui te parle évidemment. Juste un mot sur la question de l'attractivité. Un pays comme le vôtre, qui dépend en grande partie du tourisme de voyageurs internationaux, avec dès aujourd'hui et les tendances au futur, d'avoir de plus en plus de difficultés à justifier de prendre l'avion. Et de prendre l'avion sur des longs vols. Un des axes peut-être à réfléchir et à intégrer dans une logique d'adaptation aux différents labels de tourisme durable existants, ça serait un parti pris fort, à la fois public, privé, qui est de dire on s'engage à compenser. On compense les émissions carbone des visiteurs, des touristes. Et on le fait à la fois individuel et en tant que système. En termes d'attractivité, en termes d'évolution qu'il y a au niveau du tourisme mondial, ça serait peut-être se démarquer. Je termine. C'est ma dernière diapositive. 1 minute. On va être parfait. Au niveau de l'industrie, on retrouve les aspects à la fois littoraux et de cycle de l'eau. On a eu encore une fois ce matin des exemples sur l'amélioration des process industriels et par ce biais-là, comment réduire la consommation d'eau et le traitement des effluents, comment l'améliorer. Donc je renvoie à cette référence, je ne veux pas m'étendre plus. Et sur les bâtiments, là aussi, j'ai extrêmement apprécié la présentation de ce matin sur le Green Building, où on est à la fois entre atténuation et adaptation, avec simplement, si je peux me permettre simplement, on va dire, un dialogue, un élément sur lequel je souhaiterais insister, c'est là aussi la nécessité de l'intégrer dès la conception. Et ce n'est pas juste un élément technique ponctuel, isolé, mais c'est le projet dans son ensemble, dans une approche holistique, qui est dès le plan, dès le choix des matériaux. Alors, dans ce guide que Michael présentait, il y a des éléments très intéressants dans le contexte océan Indien concernant les choix des matériaux en termes d'isolation thermique, mais également dans le design en termes de, on va dire, système d'air conditionné naturel. Donc voilà, j'invite aussi à vraiment s'interroger dès la conception du projet de bâtiment. Et juste pour terminer, il me reste 30 secondes. Surprenant. Merci Michael, c'était un excellent leader. Juste une réflexion. Dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique, on a créé cette dichotomie entre atténuation d'un côté, adaptation de l'autre. Et on en a besoin. Donc encore une fois, mon propos n'est pas de critiquer par la négative. On en a besoin. Je voudrais ajouter une lecture, et toujours dans c'est mon travers comme agent de développement, avec plus de complexité, c'est-à-dire qu'on a besoin de regarder les co-bénéfices et les synergies entre adaptation et atténuation, plutôt que d'avoir une approche uniquement, encore une fois, dichotomique ou séparée. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci Michel. En tout cas, tu étais parfaitement dans les temps. On avait dit 30.
tu as bien pris les 30 minutes. Merci de nous avoir invités à arriver et de nous avoir permis aussi de mieux cerner ces enjeux d'adaptation pour l'île Maurice. On va, avant de passer à un témoignage spécifique dans ce parcours adaptation, redescendre les pieds sur terre après avoir rêvé. Et donc juste, Vimal va nous repréciser bien de façon précise adaptation et SUNREF, au-delà des projections, observations qu'on a pu avoir. Quelques minutes donc pour avoir ces recadrage SUNREF et adaptation. Merci Michael. Donc on va passer directement sur les critères d'éligibilité, utilisation de la LEM adaptation. Donc la LEM adaptation, c'est la liste des équipements et matériels éligibles. Sous volet adaptation, je fais bien mention de ça. Donc sur le diapo ici, donc on a spécifiquement les différentes économies de consommation d'eau. Donc en milieu domestique, un minimum de 30% d'économie en eau, et en milieu agricole 10%, et pour la partie efficacité hydrique des produits agricoles, donc 20% par kilo de produits. Okay. Donc sur la partie collecte des eaux pluviales ou réutilisation des eaux usées à des fins non potables, donc le critère ici c'est 20% minimum. Okay. Donc sur la partie adaptation, on a d'autres types d'investissements qui sont éligibles. Donc ici, agriculture raisonnée, unité de dessalement, protection des zones côtières et mesures contre les inondations. Donc comme Michel avait mentionné auparavant, donc on a 4 secteurs qui sont vraiment éligibles ici. Ils sont les secteurs tourisme, agriculture, construction bâtie et, si je me souviens bien, industrie, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, pour aller directement sur les différents secteurs et quels sont les types d'investissements qui sont éligibles et aussi des technologies qui sont éligibles, donc on va passer directement sur la partie secteur tourisme. Donc, pour la gestion de la demande. Donc, on va appliquer des mesures d'économie d'eau dans les hébergements touristiques et améliorer l'efficacité des équipements. Donc, des équipements pour l'irrigation, des appareils électroménagers et surtout dans les douches et sanitaires aussi. Donc, les types d'équipements qui sont éligibles ici sont des aérateurs de robinet qui facilitent et qui aident à faire des économies de 30% de réduction d'eau. Et c'est facile à implémenter. C'est pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers aussi. Donc, c'est facile à mettre en place et de mettre ça dans vos projets que vous pensez déjà. Donc, on a aussi des douches efficientes, des économiseurs d'eau pour les réservoirs dans les toilettes. Donc, vous voyez que ces types d'équipements, vous pouvez mettre en place facilement dans vos projets, tel que voilà, pour votre propre bâtiment que vous construisez, pour votre propre maison. Donc, ce n'est pas seulement pour les entreprises, je fais bien mention de ça, c'est pour les hôteliers, mais aussi pour des particuliers. Okay. Donc, sur la partie gestion de la ressource, donc on a dessalement, collecte des eaux pluviales ou de ruissellement, réutilisation des eaux usées, retraitées pour certains usages. Oui, même constat ici. Donc, on peut appliquer ça sur l'irrigation et pour le nettoyage aussi. On peut gérer cette ressource en eau et retraiter pour resservir plus tard. Donc, on fait pas mal d'économies d'eau sur cette partie. Okay. La suite, donc, tenir compte de l'élévation du niveau marin dans les projets de construction, rénovation ou même des extensions d'infrastructures existantes. Okay. Prochain point, c'est concernant l'amélioration de la gestion des plages, mesures qui visent à restaurer nos plages. Okay. Dernier petit point sur la partie amélioration de la gestion des plages. Donc, cela pour réduire la pression sur le lagon et les récifs coralliens. Donc, on a aussi sur cette partie gestion des effluents et des ruissellements qui se déversent directement dans la mer.
Donc, sur la partie secteur industrie, donc pareil, on va faire de la gestion au niveau de la demande et aussi au niveau du ressource. Donc, optimiser les process pour limiter la consommation d'eau en intégrant notamment le recyclage et la réutilisation des eaux de process. Ensuite, sur la partie ressources, dessalement toujours, collecte des eaux usées de pluie ou de ruissellement, réutilisation des eaux usées retraitées pour certains usages, donc tel refroidissement, le nettoyage. On a aussi optimisé les process et amélioré le traitement des effluents liquides afin de limiter la charge polluante des eaux de procédés tels des matières organiques, matières en suspension et hydrocarbures. Et dernier point, sous secteur industrie, donc développement de bassins de rétention sur le site industriel. Donc, du coup, on va bouger sur secteur agriculture. Donc, sur cette partie, on aura des solutions telles que l'agriculture raisonnée, développement des cultures sous serre, donc avec des serres, des filets pour protéger, et à la fois en termes d'équipement et en termes d'usage. Donc, cette recours nous permet à faire plus d'efficience au niveau des consommations d'eau en termes d'irrigation, comme des techniques goutte à goutte, micro-drip en anglais. Okay. On peut aussi réutiliser les autres usées pour resservir et comme ça diminuer notre charge en consommation d'eau. Donc ici, les critères d'éligibilité sont économie de minimum 10% par rapport aux conditions initiales, ou même par rapport à des pratiques traditionnelles, ou amélioration de l'efficacité hydrique d'au moins 20% minimum. Donc ça, c'est par kilo de produit. Donc cette comparaison se fait par rapport à la kilo de production. Okay. Autre volet sous agriculture, on a la partie agroforesterie qui est association entre arbres endémiques ou autres et autres cultures. Donc cette solution nous permet et acte comme des brises-vents naturels contre des changements extrêmes, des puits de carbone, et ça aide aussi à baisser le niveau d'érosion. Ce système permet la réhabilitation des systèmes de drainage autour des parcelles agricoles. Donc le projet va être évalué au cas par cas, et suite aux différentes technicalités des projets, donc on va évaluer et déterminer l'éligibilité. Okay. Donc cela nous permet de faire la transition directe sur l'agriculture. Donc je vais laisser Michael prendre la main. Alors, merci Vimal. C'est effectivement pour vous préciser l'ensemble de ces critères. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de chiffres, évidemment c'est un critère de solution ou de technologie qu'on voudrait mettre en place, et que c'est vraiment discuter avec le marché, vous, porteur de projet, de voir comment on peut travailler sur ces solutions-là. Là où il y a un chiffre précis, évidemment, c'est là qu'on regardera les pourcentages d'économie. Avinash, témoignage. 10 minutes. Merci, monsieur. Allons-y. Vous êtes toujours réveillé dans la salle, je présume. Qu'est-ce que je peux faire à part faire le clown, s'il vous plaît. Tu veux faire une danse? Pardon? Une chanson? Ah, mais je suis le crapaud. Écoutez, bon, je vais faire la prochaine en anglais, puisque notre intervenant est anglophone. Donc, bon, ça devrait aller dans la salle. We are actually quite pleased to introduce the next project. One of the most recent ones financed under Sunref 3. It is officially actually the first adaptation project financed under Sunref, together with MCB, the financing bank. Please have a seat. I have been personally involved in ensuring the project was successful in obtaining the finance. And it is based on sustainable farming and production of healthy vegetables. So aligned with what Michel was saying a bit earlier. Now, Eric, the CEO, is thoroughly engaged for his project to be successful,
and we look forward to back him. We have backed him, and we look forward to back him in the future. Eric, it's a pleasure to have you on board. Thank you very much. The floor is all yours. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for hearing me today. Does that? Okay. Mauritius obviously is very reliant on food imports, and we have actually a crisis in agriculture, not only in Mauritius but worldwide, because agriculture is the biggest culprit in climate change. Agriculture is the biggest cause of climate change in the world, and at the same time, agriculture is under the most pressure to adapt because of the climate change. It's a vicious circle. The humble tomato is the most important vegetable in the world, not only in Mauritius, but in the world. Together with the potato, it is the most widely eaten food worldwide. This photograph was taken yesterday in a leading supermarket in Mauritius. We won't dwell on the bad news, which is that the food is inedible and the price is €7 a kilo. But what we will say is that similar product to that has been tested with 3 pesticides that were well over the limits prescribed by the pesticide usage bill, which is a major concern for people's health and obviously for the environment as well. We started Esprit Vert in 2018 to essentially restore trust for the Mauritian consumers in food, to say that it's safe to eat Mauritian food, that it's clean, it's healthy, and it's flavorful. We also have a project to re-establish the ecological imbalances that exist in our environment, and to do so successfully and sustainably. So how do we hope to achieve that? In phase 1, which is initiating this year, we are bringing into production 30,000 square meters of controlled environment farming. This is the latest technology available in the world today. It represents the highest investment per square meter that Mauritius has ever seen in greenhouse farming. And it is aimed essentially to combat climate change and to enable us to have a consistent year-round supply of food despite the high humidity and the high temperatures which make it so difficult to produce now. I don't know if you noticed, but the very nice lunch we had today, there was not a single tomato in the buffet. In the near future, we hope so. In the near future. So with our 30,000 square meters of roof, we obviously intend to harvest up to 40 million liters of water a year from the God-given skies, because the average rainfall in our area is 1,600 millimeters a year. So we have the potential to be 100% self-sufficient for our water requirements in the event that we're able to harvest all of the rainwater, which would imply that it needs to fall uniformly over 12 months. We do have a very, as I explained earlier, very high level of investment in dripper technology, which enables absolute uniformity and precision in the distribution of water to the plants. Going indoors with a controlled environment obviously leads to a higher plant spacing and more consistent yields and higher quality. On an assessment of our impact on sustainability, we find that moving into a controlled environment situation for farming produces 32% less acidification compared to the open fields, a third less depletion of non-renewable resources, and so it goes on. Obviously, for us, the positive impacts that we'd like to tell you about in our project are national food security. This is first and foremost a number one issue for Mauritius. The global average consumption of tomatoes in the world is 20 kilos per person. In Mauritius, it's 9 kilos, between 7 and 9, assuming that there's no tourists. So dividing our 9,500 tons that we produce every year by a population of 1.3 million, it's very, very low. It's one of the lowest consumptions in the world. And that's obviously something that we need to change so that people have better access to higher quality food and that it becomes something that people want to eat. In terms of water saving,
And based on government statistics, which I have no doubt are very accurate, for 2018 is the latest information on the web, Mauritius grew 9,000 tons of tomatoes over 682 hectares. That equates to 4.1 billion liters of water consumed. That is 446 liters of water for 1 kilo of tomatoes. When you buy 1 kilo in the supermarket, it has taken the Mauritian farmers 450 liters of water to put that on the shelf for you. With our technology, we are confident that we will come out with a kilo of produce for 122 liters of water instead of 440. So that is a saving which, assuming the average person takes 50,000 liters a year. I mean, this is what we want. Yeah. It is fully aligned with what we need to happen in the near future. So based on 137 liters a day per person, it's 50,000 liters a year per human being, we could provide water for the whole of Savane and still produce the food that we need in tomatoes. So that's a little bit this project. Obviously, we are very sensitive to Esprit Vert is all about disruptive technology. Disruptive technology runs through our veins, it's in our DNA, and we are using disruptive technology everywhere where we can to stack all the advantages on our side. And the first and foremost among these is to understand the greatest asset in our business is the people and our neighborhood and our community. We are happy to tell you that we are a more than equal opportunity employer. We've gone the other way. But we also are very focused on conserving the environment. So we are recycling all the excess water that isn't used, that isn't taken up by the plants in the drip irrigation. We are also growing our food in cocoa peat that is imported from Sri Lanka, and that is an organic and renewable product. So we are resting the soils. We are growing on top of the soils rather than in the soils. And obviously, I spoke to you about the recycling program for water. We could achieve 90% independence for water. It goes without saying that our packaging materials are going to be as eco as possible, but because we use some plastic, we have co-funded a recycling project at Northfields International School in La Bourdonnais. It's a project put together by the school to teach the young generations about recycling. Their greatest requirement was a 40-foot container, and we had 13 of them. So we were happy to give them one, and on condition that they take our plastic for recycling. So we're quite happy that we've closed the loop on our sustainability and our renewables. Esprit Vert has been so far the very first company in Mauritius, I must be careful here, to secure provisional approval from the government for the importation of biological agents. So maybe you can share a bit also, because pioneers do meet with challenges when we want to implement their project. In a few lines, what have been the key challenges that you have been confronted with? Politically neutral, of course. Well, no, it's easy to answer. I mean, I think that, you know, as we go further with globalization, we're going to live in a world of quarantine. We are living now in an era of quarantine where there is suspicion and mistrust about movement of goods. It's getting more and more complicated. It's supposed to be getting easier. And the biggest challenges with the government have been to come up with the protocols, to put in place the protocols to make it safe for us to import biological agents. Because we're talking about 47 varieties of insects which are going to be brought to Mauritius and released in our greenhouses to eat the predators, to prey on the ones that are eating the plants. Now, this works in over 80 countries around the world. The global trade is supplied by two very big companies, which we're happy to have partnered with, is Koppert Biologicals in Holland and BioBee in Israel. These insects are sterile. They cannot multiply. They die after 70 to 80 days, some of them after 45 days. So they present no natural threat to the environment. Excellent.
But that's obviously a very big step forward in training and in use of biologicals so that we can take Mauritius away from pesticides without affecting our food production. Conclusion, Avinash. A little, We'll finish with this slide. 1 minute, maybe? yes? Yeah, please. One. Please go. 1 minute, sorry. So just a quick recap. I'd like to say a very, very big thank you, of course, to the AFD and Sunref. Avinash and his team have been absolutely fantastic in their support for us. And a huge thank you to the commercial team and the executive team at the MCB, without whose vision and drive, I don't think this project would ever have come to life. Quick recap there, some of our achievements, so thank you all very, very much. Thank you, Eric. I think. Je sais pas, I mean, since it's a very innovative project, does somebody in the audience want to ask some question, maybe to Eric? Can share some knowledge with you? Tu viens de sauter sans parachute. Quick one. Mais vas-y. Ah, tu vois, j'étais même pas prêt. Well, with the bank listening, I have to say double-digit growth. But ask me in 5 years' time if we haven't had a cyclone over 160 kilometers an hour. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Allez, merci. Je propose, pour ce parcours d'adaptation, il y a une dernière intervention et après on aura un moment d'interaction avec les questions qu'on a déjà recensées et puis vos questions dans la salle. Juste passer la parole à Aurélie le 10-16. C'est bien ça ? Bon, Aurélie qui donc, est notre experte zone côtière au sein de la team, qui a travaillé sur différents territoires, y compris dans l'océan Indien, aux Seychelles, à la digue, sur un projet, alors je ne sais plus si Banque mondiale ou PNUD. UNDP. UNDP. Un projet aussi aux Caraïbes et aussi Afrique de l'Ouest. Voilà. En fait, sur les plages du monde entier, effectivement. 10 minutes. Pardon, 15 cette fois-ci. Bon, on va s'adapter. Allez. Bonjour tout le monde. Effectivement, l'objet de ma présentation aujourd'hui, ça va être effectivement d'illustrer ce que Michel a voulu mécher dans les grandes lignes sur les différents secteurs qui étaient touchés par le changement climatique, qui seront touchés par le changement climatique et potentiellement intéressés par les lignes Sunref. Voilà, moi je vais vous parler aujourd'hui de la gestion des zones côtières. Tout d'abord en vous rappelant que la vulnérabilité de la zone côtière, elle ne va pas attendre demain, vous savez. Tous ici, si vous vivez au bord de la mer, mais bon, la mer n'est jamais loin à Maurice, que la zone côtière déjà souffre énormément. Et donc on va parler de cette vulnérabilité, des sources de cette vulnérabilité. Ensuite, on va rappeler, mais très rapidement, puisque Michel a déjà fait le panorama de ce qui nous attend en termes de changement climatique. Mais on va effectivement rappeler comment les tendances qui ont été identifiées sur le changement climatique vont impacter précisément la zone côtière. Et ensuite, de ce constat-là, je vais vous rappeler effectivement quelles sont les différentes stratégies d'adaptation face à ce péril et quelques recommandations en termes de gestion intégrée des zones côtières. Voilà, pour finir sur finalement des projets de protection et d'adaptation qui n'ont pas encore bénéficié de la ligne Sunref, mais qui peuvent être inspirants. Et puis peut-être vous donner d'autres pistes auxquelles nous pensons. Voilà, pour ouvrir un débat et en rediscuter ensuite à la pause. Voilà, donc la vulnérabilité de la zone côtière, comme je vous disais, donc, la zone côtière présente pour Maurice un atout majeur pour le secteur hôtelier notamment. Et elle est portée par 130 plages, un linéaire de plus de 300 km de plages. Et elle est particulièrement attractive du fait de ces écosystèmes particulièrement riches, mais fragiles. Donc on peut citer les lagons, enfin le lagon, le rif, les mangroves, les herbiers.
Voilà, qui apporte un écosystème très riche à la bande côtière. Et puis, rappeler effectivement que cette zone côtière est déjà protégée par quelques zones marines protégées. Alors, les aléas actuels de la zone côtière concernent l'érosion côtière. Actuellement, et sur la dernière décennie, entre 2000 et 2010, on a mesuré, et effectivement cette perte, c'est-à-dire le recul du trait de côte, comme le trait de côte étant l'interface entre la mer et le sable, le recul du trait de côte vers la terre, engendre forcément des dégâts sur les infrastructures, les infrastructures des hôtels posés très proches du trait de côte, mais aussi des infrastructures du type route et bâtiments et personnes du coup impactées vivant dans ces bâtiments. Alors les causes de cette érosion côtière, elles sont naturelles. Donc effectivement, on est dans une situation qui connaît les cyclones, des tempêtes, donc des surges, en fait, des surélévations du niveau de la mer, des attaques, des houles importantes au moment des cyclones, qui viennent éroder de façon saisonnière la plage et générer ce qu'on appelle des mouvements dans le profil, donc le sable qui est érodé en haut de berme, c'est-à-dire là où on pose sa serviette, glisse au fond du lagon, si ce n'est ne part du lagon en empruntant les passes naturelles ou artificielles des lagons. Et voilà, du coup, effectivement, la cause naturelle, c'est aussi un stock sédimentaire qui s'amenuise au fur et à mesure des pertes des sédiments hors du lagon. Mais en fait, les causes de cette érosion côtière, elles sont aussi largement anthropiques, et donc c'est très important de comprendre ça pour ensuite adapter nos constructions dans le futur. Donc, cause anthropique, effectivement, comme je vous disais, la perte de sable au moment d'événements très énergétiques, elle est largement permise par les ouvertures de chenaux dans le lagon, et notamment, il y a une multiplicité d'ouvertures artificielles qui ont participé à la fuite de sable hors du lagon. Il y a aussi des phénomènes d'extraction de sable. Effectivement, il y a quelques années, peut-être encore, mais on commence à être plus sensibilisé au problème. On venait directement piocher dans le lagon pour construire, parce que c'était du sédiment, du granulat marin facile à exploiter. Voilà, on a séché des marécages en se disant qu'effectivement on gagnait de la terre et on se rapprochait du lagon qui était fort attractif. Et puis parfois pour dégager la vue, on a enlevé du beach rock. Enfin voilà, tout ce qui est finalement la protection naturelle, c'est-à-dire le beach rock, le corail, c'est des protections actuelles des villas et des infrastructures côtières. Voilà, on a créé effectivement des plages artificielles sans trop regarder les impacts que ça avait en amont, en aval de ces plages. Enfin voilà, on a fait beaucoup de choses et franchement, c'est pas propre à Maurice. L'ingénierie côtière a commencé dans les années 60. Je suis française, je viens d'une entreprise française et on est loin d'avoir fait les choses bien, effectivement, dans les années 60 sur la côte française, notamment la Méditerranée. Donc voilà, on a fait des choses qui ont effectivement participer à l'érosion côtière, mais dont il faut avoir conscience pour ensuite mieux penser les aménagements futurs. Effectivement, sur la zone côtière, on connaît un autre aléa qui est la submersion marine et que j'ai associé aujourd'hui à l'inondation due au ruissellement et aux crues flash, c'est-à-dire qui viennent des eaux de pluie en fait. Voilà, donc là encore, cet aléa a des causes naturelles. On sait qu'effectivement, au cours des cyclones, sont générées des vagues fortes, des surcotes barométriques, c'est-à-dire que la pression baisse, le niveau d'eau monte. Donc effectivement, c'est
une super marée. Et dans cette zone côtière, donc à la fois l'eau monte et en période cyclonique, mais il pleut aussi beaucoup. Et donc en fait, les pluies ravinent jusqu'à cette interface entre la terre et la mer. Ces pluies ne peuvent pas s'écouler puisque la mer est haute. Et donc en fait, on s'engendre des grandes plaines d'inondations. Voilà. Et donc c'est particulièrement vulnérable au cyclone, une zone côtière. Alors voilà, les causes sont également anthropiques. Pourquoi l'aléa est particulièrement fort, c'est que lorsqu'on a voulu aménager, et voilà, la vie étant ce qu'elle a, on a parlé de toutes ces atténuations sur lesquelles on pouvait jouer, c'est-à-dire limiter la pollution. Enfin bon, voilà, il se trouve qu'on a dégradé par la pollution, par la construction, l'écosystème qui protège des vagues, c'est-à-dire les mangroves, le corail, en atténuant l'intensité des vagues. En asséchant les marécages, on a réduit finalement la capacité de la zone à finalement faire zone buffer, en fait, à faire zone tampon entre la population et l'inondation. Et puis effectivement, on a construit en bordure de côte, c'est-à-dire sur une dune littorale. Donc cette dune, ce petit banc de sable généralement végétalisé quand il est encore en forme, qui fait finalement une rempart fusible, normalement, si elle est assez en forme, entre la vague et les populations en arrière. Donc on est allé se mettre sur cette dune et on s'est mis finalement en première ligne de l'aléa. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, en fait, l'île bénéficie, grâce à son écosystème très riche, certes vulnérable, mais très riche, d'une protection naturelle. Effectivement, le lagon, il fait rempart aux vagues entrantes. Il fait les herbiers, les mangroves atténuent, finalement, freinent les courants marins. Donc en fait, elle joue un rôle de protection. Le problème, c'est qu'en fait, du fait d'une construction abusive et effectivement d'une pollution due au ruissellement, ces protections naturelles sont en grande difficulté aujourd'hui. On observe de plus en plus souvent des épisodes de blanchiment du corail, c'est-à-dire un corail qui meurt de façon brutale. Et si le corail meurt, il sera d'autant moins capable de suivre le niveau de la mer et donc en fait de protéger, d'être une digue qui s'incrémente avec le niveau de la mer comme il devrait le faire s'il était en forme. Voilà, donc les causes, comme je vous ai dit, de cette dégradation, elles sont certes naturelles. Les cyclones viennent un petit peu à chaque fois faire des brèches dans ces écosystèmes. La température, comme on l'a vu sur les observations, la température du niveau de la mer, de l'air et de la mer crée une pression très importante sur ces écosystèmes. L'acidification de l'eau, voilà, tout ça, effectivement, est une pression sur l'écosystème. Et enfin, comme je vous disais, nos actions, la pollution, l'action mécanique, la surpêche, le développement immobilier, viennent participer à la dégradation aujourd'hui et à la vulnérabilité actuelle de nos écosystèmes. Aurélie, sans t'affoler. On a 10 minutes 5 minutes Sans t'affoler, il te reste 5 minutes. 5 minutes. Bon, alors voilà, ça c'était très rapide, c'était juste pour vous montrer un schéma bien compliqué pour dire qu'en fait, la zone côtière est à l'interface de la terre, de la mer, des pressions naturelles, des pressions anthropiques. Voilà, vous l'aurez de toute façon dans les... Donc les tendances futures, on a dit que c'était que dans le futur, la température allait augmenter, les cyclones vont, si ce n'est s'intensifier, en tout cas perdurer, et le niveau de la mer va augmenter. Donc effectivement, ces perspectives vont jouer sur l'attractivité, sur
la protection des bâtiments côtiers et sur l'attractivité, effectivement, des plages et des lagons, en aggravant l'érosion côtière, en aggravant les phénomènes de submersion marine dont je vous parlais tout à l'heure et en aggravant ce phénomène de blanchiment du corail du fait de l'élévation des températures. Et voilà, et on a fort à perdre en termes d'attractivité des plages et des lagons. Quelle stratégie adopter par rapport à cette vulnérabilité ? On peut faire le choix de ne rien faire, de laisser faire, ou de relocaliser les enjeux. Si on ne fait rien, il y a un fort risque pour la population, qui est importante sur la zone côtière, et une perte conséquente du littoral. On a parlé de 20 000 mètres carrés, ce sera encore plus fort dans les années futures. On peut avoir une stratégie active, c'est-à-dire une stratégie active, donc voilà, on essaye de s'adapter, et soit on s'adapte par une gestion dure, c'est-à-dire qu'on veut fixer le trait de côte, on dit voilà, moi ma maison, j'habite là, je veux pas reculer, je décide de mettre un mur ou je mets des structures en dur, et on sait maintenant, comme je vous le disais, on a un peu de retour d'expérience, on sait que effectivement cette stratégie active de gestion dure, elle a des impacts et parfois est vraiment contre-productive. Finalement, elle se retourne contre nous. Voilà. Et on peut effectivement, je développe particulièrement, non pas que j'ai particulièrement d'action dans cette gestion souple, mais effectivement, les retours d'expérience nous montrent qu'effectivement, de plus en plus, il faut penser à inclure de la gestion souple dans notre adaptation et dans notre stratégie de gestion intégrée des zones côtières, c'est-à-dire atténuer l'impact en reculant et en se plaçant derrière les dunes qui nous protègent, en éduquant la population, en arrêtant de penser qu'en vivant sur le trait de côte, on bénéficiera on va gagner, au contraire, on va perdre. Enfin voilà, l'éducation est très importante. En rechargeant les plages, en reprofilant, c'est-à-dire aller chercher le sable dans les petits fonds des lagons pour les remettre de façon saisonnière, mais finalement en jouant sur ce stock déjà présent de sable dans le lagon. Et puis surtout en végétalisant et en renforçant l'écosystème qui est déjà une protection, c'est-à-dire végétaliser les dunes, végétaliser tout l'arrière des plages, et les restaurer, quoi. Restaurer les coraux, restaurer les mangroves, pour que cet écosystème puisse rendre en fait à nouveau son rôle de protection. Voilà, et puis je voulais vraiment effectivement particulièrement parler de ces solutions qu'on appelle des nature-based solutions, c'est-à-dire reproduire, se baser sur l'efficacité des coraux, des mangroves, des herbiers, se baser sur leur effectivité, comment cette nature et ces écosystèmes agissent, s'en inspirer pour essayer, peut-être par des méthodes artificielles, mais largement inspirées de la nature, atténuer les dégâts, protéger de façon directe et de protéger de façon indirecte. Alors là, j'ai fait, effectivement, dès lors qu'on agit sur le trait de côte, vous rappelez quelques bonnes pratiques, vous rappelez qu'il y a des lois existantes et qu'il faut largement les appliquer parce que effectivement les lois déjà pensent à des méthodes de gestion douce pour s'adapter à la vulnérabilité future. Mais effectivement, penser à généraliser l'étude d'impact environnemental dès lors qu'on agit sur le trait de côte. Surtout, un point de vigilance, essayer de mettre, et ça c'est des pistes dont on va discuter pour engager des fonds Sunref, monitorer, faire du suivi et de l'évaluation de tout projet qu'on engage sur un trait de côte pour avoir un retour d'expérience et savoir si ça marche, parce qu'on doit essayer des choses, mais on a vu par le passé que souvent ça ne marchait pas, donc très vite voir s'il y avait effectivement un gain pour la nature. Et pour être sûr que notre stratégie va être productive, engager la population locale. Il faut effectivement que tout le monde y trouve il trouve quelque chose
il trouve quelque chose dans cette stratégie, c'est-à-dire pour soi, pour une valeur ou une action, enfin voilà, impliquer au maximum la population. Voilà, des exemples très vite en discutant. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, hors projet Sunref, mais la prochaine réunion, la prochaine fois qu'on se verra, on pourra rajouter à ces projets des projets qu'on aura fait ensemble, j'espère. Voilà, actuellement, il existe quelques projets de conservation de l'écosystème. Par des ONG, des fondations comme Reef Conservation ou la fondation Good Planet, qui sont là pour effectivement aider à planter des coraux, restaurer des mangroves, et dont les bénéfices ont été prouvés. Voilà, j'ai juste repris les plaquettes de Reef Conservation, qui est particulièrement actif sur l'île. Dire qu'effectivement l'UNDP participe aussi au renforcement de l'écosystème. Et puis là, une dernière, un projet assez illustratif où l'UNDP a participé au financement, cette fois-ci d'un projet d'aide de protection s'inspirant du corail, donc avec des reefs artificiels. C'est à Montchoisy, ça a été placé à Montchoisy, c'est assez neuf. Et là encore, il serait très intéressant de monitorer ce projet pour voir quels sont les effets, les impacts sur le trait de côte et sur la biodiversité de telles innovations. Bon, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Au final, on a bien eu 20 minutes. C'était le temps prévu. Je voulais préciser que durant la semaine, on a fait des visites de rendez-vous, ministère, UNDP, Beach Authority, j'en oublie, la RIM aussi. Avec Aurélie, on a rencontré différents acteurs dans le but justement, un peu comme ce qu'on disait ce matin, Business Mauritius, CEB. On essaye aussi de travailler Business Mauritius avec les partenaires institutionnels, secteur public sur la gestion des zones côtières, et de travailler justement dans la mise en œuvre de gestion intégrée des zones côtières. Donc c'est quelque chose qu'on a développé durant la semaine. Ça peut revenir aussi dans vos questions. Je prends, et on a le temps effectivement d'y aller dans ces questions. Une question qui est un peu transversale, qui ne va pas forcément être directement sur l'adaptation, mais qui aussi concerne l'atténuation. Et je préfère la prendre maintenant, c'est concernant la typologie de porteurs de projets, corporate, PME, coopératives, petits planteurs, parce qu'on a une diversité d'acteurs dans la salle aujourd'hui. Et donc, c'est plus de voir quel effort on est en train de faire pour pouvoir avoir ces acteurs le plus possible engagés. Donc, c'est plutôt une question que j'adresserai aux banques, je pense, c'est-à-dire la question c'est comment faire pour engager davantage les PME et engager davantage les coopératives, petits planteurs qui ne sont pas forcément à un niveau corporate avec ces outils Sunref. Est-ce que quelqu'un se lance? Oui. Non? Oui. Moi? Ou on fait le joker? Merci Stéphanie. Merci pour la question, mais in fine, les PME et les petits planteurs, les coopératives sont invités à nous solliciter pour des projets. Mais bien sûr, il faut que les projets tombent dans les critères d'éligibilité qui ont été faits par l'AFD par rapport aux différentes thématiques. Maintenant, s'il y a un besoin de mutualiser effectivement pour qu'il y ait un dialogue à travers différents acteurs qui se regroupent pour venir nous voir aussi, c'est tant mieux aussi. On a fait des discussions avec des porteurs de la distribution dans l'agro-industrie et dans l'agriculture, et nous sommes contents de continuer à le faire. Mais c'est vrai que il y a le souci dans l'agriculture de, justement, comme tu disais, la politique qui est en dehors du cadre de Sunref, mais bien sûr, mais in fine, il y a un besoin de mutualisation, je pense. Merci.
Je pense qu'il peut y avoir peut-être de clarification dans les temps de pause ou même jusqu'au cocktail. Toiture végétalisée, mur végétalisé, est-ce que c'est finançable via Sunref? Et si oui, comment? Isolation ou adaptation? Enfin, atténuation, isolation, adaptation. Je dirais tout ce qui est végétalisation, évidemment, c'est une solution. Ce sont des solutions extrêmement intéressantes, je dirais, pour développer des projets qui soient résilients. Je pense à des projets de bâtiments, notamment de bâtiments neufs. Ça a été démontré sur de nombreux exemples. Alors, cette végétalisation, on peut la décliner de plusieurs façons. Je dirais au contact même du bâtiment. Il y a le fameux phénomène d'albédo qui fait qu'il faut tout faire pour protéger les murs des bâtiments. Donc la végétation contribue. On a aussi donc les toitures végétalisées. Donc c'est une solution qui n'est pas encore très très développée, ici ou dans les îles voisines. Et c'est quelque chose qui semble très intéressante, de développer donc ces toitures végétalisées. Moi, je le classerais plutôt dans une approche, disons, d'adaptation, puisque en ce qui concerne l'efficacité énergétique, on a d'autres solutions. Je dirais pour limiter les apports thermiques sur un bâtiment, notamment l'isolation des combles, etc. Donc je dirais, alors après, sur des programmes beaucoup plus ambitieux, immobiliers, on a pu montrer sur certains programmes, je pense à La Réunion par exemple, des extensions urbaines par exemple, où on a une biodiversité qu'on a essayé de préserver sur ces zones, si elle existe déjà, et sinon de créer une végétalisation entre les bâtiments, de créer des parcours piétonniers ou en vélo, etc. Donc il y a toutes ces approches-là qui peuvent être combinées, je dirais, dans le cadre d'une bonne approche d'adaptation pour éviter l'élévation des températures. Et ça va de pair aussi avec les problèmes de stationnement, de circulation des voitures. Donc souvent, on va chercher aussi, je dirais, à restreindre les zones de parking ou, par exemple, mettre des zones de parking dans les niveaux 0 des bâtiments. On voit pas mal de programmes comme ça maintenant, pour éviter de stationner à proximité des bâtiments. Donc c'est autant de degrés en plus, en fait, pour les parois. Donc voilà un petit peu comment on peut voir la chose. Merci. Alors, donc, toiture végétalisée, oui. Adaptation, oui. 15%, oui. Une question sur... alors, je pense que je vais la reformuler, mais infrastructure routière, est-ce que ça rentre dans le bâtiment? Je pense que la question devrait dire, c'est autour de la construction du projet immobilier, s'il y a tout l'axe routier à mettre en place dans le projet de développement. Je suppose que c'est ça la question avec... les drains, comme on disait tout à l'heure, et donc l'évacuation de l'eau. Donc oui, ce sont des sujets qui sont éligibles et qui rentrent pour nous dans la partie adaptation, sans forcément regarder le bâtiment. C'est-à-dire, c'est de l'aménagement, et l'aménagement, effectivement, on le regardera au cas par cas avec vous dans vos projets pour identifier atténuation, adaptation. Je peux engager des questions directes. Oui, alors, là-bas. Je laisserai Kelly prendre le deuxième micro. Allez-y. Merci. Bonjour à tout le monde. Et moi, c'est M. Ramdari, le directeur de la Fédération des coopératives des petits planteurs. Pour moi, les petits planteurs sont tout le temps restés chez leur faim. Alors, nous sommes comme des orphelins. Nous avons essayé de produire tant de choses pour ce pays-là, surtout la canne à sucre. M. Rogers a montré comment, avec la canne à sucre, on a pu obtenir plusieurs de ces sous-produits. Mais aujourd'hui, c'est une pire réalité avec la disparition de 20 000 petits planteurs pendant 20 ans, avec l'abandon de 10 000 hectares friches. C'est vraiment un gros danger. Avec le prix du sucre qu'on est en train de pratiquer, on ne va pas soutenir tous ces petits planteurs. Alors nous, c'est un nouveau concept que je propose à Sunref
à UNDP, Jeff et tous les acteurs. C'est une transition et il faut aussi voir comment on peut synergie entre les trois secteurs, quelle est l'agriculture, le tourisme. Et aussi, on doit aussi voir comment le changement climatique nous affecte. Alors, la question, on veut faire des écologes sur les terrains de plantures. Alors, on doit voir comment on va satisfaire tous les critères. On demande à SNREF de nous donner des capacités techniques pour qu'on puisse développer une nouvelle structure. Ce n'est pas seulement du béton. On veut faire des panneaux solaires en dessous, mettre des légumes, autosuffisance, les rainwater harvest, les voitures électriques. Ça protège aussi contre l'érosion. On protège les zones côtières, indirectement les pêcheurs, les protections des coraux, création d'emplois. Alors, autant de choses qu'on veut faire, mais franchement, on est loin de là. Personne ne nous aide. Merci. Merci pour ce mélange de questions et statements. J'en prends une deuxième et après on voit comment on peut apporter les éléments de réponse. Bonjour, moi ce sera bref. C'est juste pour savoir, parce qu'on a parlé beaucoup des nouveaux systèmes de valeurs et on a parlé de déjeuner en fait. Et c'est vraiment, on essaie de comment sur réhabiliter l'environnement et le social pour que les maîtres financiers peuvent prendre ça en considération. Et je voudrais savoir si des mesures technologiques comme la blockchain serait quelque chose qui tombe sous l'égide du blockchain de SNREF en fait. Parce que c'est des mesures de Internet of Things qui permettraient la traçabilité, des mesures qui sont implémentées pour effectivement assurer que les externalités sont internées maintenant dans l'économie. Est-ce que c'est ça? J'ai bien entendu blockchain, c'est ça hein? Si le blockchain peut-être tombe sous l'égide de SNREF pour des systèmes de traçabilité. Alors là, ça dépasse totalement mon CV. Il faut peut-être changer de chef technique. Mais après, donc si on peut apporter deux éléments de réponse. Ce que je comprends la question, c'est sur le blockchain, si c'est éligible. La réponse est non. Effectivement, je pense qu'il y a des études qui ont été faites sur la digitalisation et la blockchain et sur l'impact, en fait, parce que c'est consommateur d'énergie. Alors, a priori, de par les critères qu'on a mis en place, sauf correction de l'AFD, ce ne serait pas éligible. Pas de correction nécessaire. Les écologes. Alors, je vais laisser peut-être André répondre à cette question. Bien sûr. Merci. En tout cas, merci pour ce témoignage et cette question. Sur les écologes, je serais tenté de dire qu'il y a forcément une réflexion à mener avec le secteur touristique et le ministère des Tourismes et la dimension de ce marché. Est-ce que c'est un écologe? Est-ce que c'est 10 écologes? Est-ce que c'est 100 écologes ou 1000? Est-ce que c'est des investissements qui sont mutualisés au travers de l'association des planteurs de canne à sucre ou de la Chambre d'agriculture de Maurice? Est-ce que... Voilà, je pense qu'on a besoin juste... Et peut-être que l'équipe de Michael et de AETS Artelia peut vous aider à réfléchir, de dimensionner ce que vous avez en tête pour savoir à quelle demande ça répond et que votre offre puisse être bien dimensionnée par rapport à la demande. Après, une fois qu'on a ça, on peut vous aider en termes de matériaux de construction, en termes de commercialisation, en termes de design, pour dimensionner le projet individuel à ce qu'il soit bancable et qu'il puisse être soumis à la MCBE ou à la SBM. Mais je crois qu'il y a un vrai travail de réflexion sur quelle offre par rapport à quelle demande. Merci. Oui, c'est très bien. Donc l'assistance technique est à disposition. C'est ce que je disais aussi ce matin, c'est dans l'émergence des projets, l'élaboration des projets, de vous accompagner à le rendre suffisamment mature. Et pour ça, on sera aussi à disposition, donc un rendez-vous à prendre. Et après, voir aussi des approches systémiques avec d'autres partenaires pour avoir d'autres mesures d'accompagnement, pas juste une ligne de crédit qui vous accompagne, mais des mesures d'accompagnement avec d'autres instances au niveau secteur public.